Alors tout d'abord, bienvenue. Bienvenue à notre 3e édition du Café Bal littéraire. Je me présente, je suis Muriel Bonnet-Laborderie, je suis la directrice communication du Furet du Nord. Et je vous dis que je suis ce soir, mais vraiment très très heureuse. Ça va être une très belle fête. Je voudrais juste vous rappeler en 2 mots pourquoi nous faisons ça ce soir. Tout simplement parce qu'on a eu envie, avec les libraires de Lille, avec le centre, avec le centre régional du livre et des lettres, excusez-moi, c'est un lapsus normal. On a envie, depuis 3 ans, on avait envie d'abord de mettre en avant le travail des auteurs. Qui tous les ans présentent leurs ouvrages. On sait qu'il y a énormément d'ouvrages et nous, libraires, tous les ans, eh bien, on lit énormément d'ouvrages aussi. C'est des bons moments, parfois compliqués, mais ce sont des très bons moments pour nous. Et puis, on avait envie de mettre en avant certains auteurs. Donc, les libraires, l'association Libraires et les libraires du Furet du Nord ont fait des choix. Et ensuite, eh bien, nous avons transmis nos invitations aux éditeurs, que nous remercions ce soir aussi. Et les auteurs que vous allez voir ce soir, eh bien, ce sont des choix de libraires. Et je voulais vous dire aussi que pour nous, eh bien, c'est très important. En période où on parle beaucoup de problèmes autour des librairies, moi je voulais vous dire qu'il y a plein de librairies qui sont extrêmement dynamiques, qui ont envie de faire plein de choses, qui sortent de leur librairie et qui ont envie d'aller au-devant de leurs lecteurs, au-devant et avec les auteurs et faire de belles choses. Voilà. Et donc je suis ravie parce que je vois que ce soir vous êtes très nombreux et ça veut dire que ça nous encourage. Et puis ça nous donne envie de continuer à faire encore plein de choses avec vous. Voilà. Je voulais aussi vous rappeler que justement ce soir, nous avons un espace librairie dédicace. Si vous voulez voir après les auteurs et discuter un petit peu avec eux, avec leur ouvrage. Et puis, alors oui, je suis désolée. Alors là, j'ai une petite mauvaise nouvelle. Je suis désolée, mais Eric Emmanuel Smith ne sera pas là ce soir. Je m'excuse. Il nous a appelé tout à l'heure. Il a vraiment un gros problème parce qu'en fait, il avait prévu de venir à Lille et ensuite partir cette nuit à Bruxelles. Et il a un gros problème. Donc, il est coincé sur Paris. Il nous a promis de revenir en décembre. Donc, je pense qu'il viendra, voilà. Mais je voulais vous dire, ce soir, on a quand même de très très bons auteurs qui vont prendre plaisir à présenter leurs ouvrages, à s'expliquer, à se raconter. Et je pense que ce sera un très très bon moment, voilà. Comme je suis un peu bavarde, donc je vais laisser la parole à Léon, à Zadkanian et à Émilie. Bonjour, donc moi je suis Émilie, je suis la présidente des libraires indépendants du Nord-Pas-de-Calais. Et je recoupe plus ou moins ce que Muriel a dit. On a choisi pour vous quelques auteurs avec beaucoup d'amour, c'est des auteurs qu'on soutient. On espère que ça vous plaira et que vous passerez une bonne soirée et puis que vous resterez pour le bal aussi. Donc le groupe La Goutte qui permettra aussi une rencontre en musique. Merci. Juste une chose, vous pourrez retrouver ce soir notre café bal retransmis sur eulali.fr, l'association des libraires.fr et furet.com, voilà, dans Furet TV. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Muriel, merci Émilie. Je me présente à mon tour. Je suis Léon Zadkanian, le directeur du Centre régional des lettres et du livre Nord-Pas-de-Calais. Et je suis particulièrement heureux de vous retrouver là, ici, dans ce lieu magique qui est la gare Saint-Sauveur pour la 3e édition de ces cafés, bals littéraires. Je voudrais quand même rappeler que cette soirée est le fruit d'une collaboration, d'un partenariat entre le Centre régional des lettres et du livre, le Furet du Nord, l'association des libraires indépendants, en partenariat avec aussi le syndicat des librairies francophones de Belgique. J'en profite pour excuser leur président, Régis Delcourt, qui n'a pas pu se libérer ce soir, mais c'est un travail qu'on fait, un travail de sélection qu'on fait aussi avec les librairies indépendantes de Belgique francophone. Et je tiens à remercier également la ville de Lille et Lille 3000 qui nous accueillent et qui mettent à notre disposition ce lieu, et non seulement ce lieu, mais aussi les équipes qui nous ont aidés à mettre en place cette soirée. Je remercie aussi, alors c'est un générique un peu à la Godard, voilà, les génériques parlés à la Godard, mais c'est important de remercier les gens qui ont travaillé et qui se sont impliqués. Et je pense que c'est bien de les citer, de les nommer. Muriel Bonnet-Laborderie, que vous avez entendu tout à l'heure, Émilie Vanet qui est là, mais aussi Jean-François Calins pour le Furet du Nord, Nolwenn Van Destienne qui a travaillé aussi pour l'association des libraires indépendants, l'équipe du Centre régional des lettres et du livre, Elisabeth Bérard, Caroline Pielarzik, Aurélien Zaplana, notre technicien magique aussi, Alexandre Arnaud, et notre régisseur son, Andy. Voilà, c'est
une soirée qu'on vous offre ce soir. Muriel, tu voulais dire un mot? Oui. Dans des soirées comme ça, on a souvent quelqu'un qui nous soutient, qui n'est pas dans le milieu culturel, mais qui le soutient. Et je voudrais remercier vraiment ce soir le Crédit Agricole du Nord, qui nous aide. Et je voudrais remercier, et qui s'intéresse beaucoup aussi aux livres. Voilà, je ne sais pas si la directrice communication est là ce soir, mais je voulais les remercier. Alors, un petit mot pour vous dire un peu comment va se dérouler la soirée. Nous allons accueillir les auteurs invités au fil de 3 temps de rencontres, 3 tables rondes qui vont se succéder d'une durée, chacune d'une quarantaine de minutes environ. Et entre chaque table ronde, nous écouterons un petit morceau de musique, il y aura un intermède musical, ça fait partie aussi maintenant de la tradition de cette rentrée littéraire, puisque nous demandons aux auteurs de nous envoyer des textes, une chanson, un texte, que nous confions au groupe invité et qui réalise une composition. Et donc vous entendrez tout à l'heure 2 textes mis en musique par le groupe La Goutte. Après le 3e café littéraire, nous serons autour de 21h45 par là, peut-être un peu plus. Nous tournerons vers la scène pour, disons, la deuxième partie de soirée avec ce bal littéraire qui est donc un vrai bal littéraire. Voilà, je vous remercie tous. Je reconnais beaucoup de visages dans l'assistance d'auteurs. J'ai vu Patrick Varetz tout à l'heure qui était là l'an passé, Fanny Chiarello, d'autres, peut-être Carole Five qui était là, Michel Quin qui est peut-être arrivé également entre-temps. C'est bien que il y ait des auteurs, des éditeurs, des bibliothécaires, vous, public, lecteurs, nous tous réunis ce soir parce que nous aimons les livres et parce que on ne peut pas s'en passer. Merci à vous, très bonne soirée. C'est Laurent. Et maintenant, Laurent, je vous appelle sur cette scène et ce studio avec les premiers auteurs invités. Bonsoir Laurent. Voilà, bonsoir à tous. Alors, comme vous l'aurez deviné, je ne suis pas Éric Emmanuel Schmitt, mais nous allons certainement passer une très très bonne soirée ensemble. Le temps en tout cas que je vais consacrer à cette rencontre sera divisé en 2. Donc, on va faire une première rencontre ici avec Sybille Grimbert et Hugo Boris autour d'une thématique un peu générale, mais on y reviendra parce que elle est générale, mais elle se distingue vraiment dans les deux, dans vos 2 livres, autour d'hommes importants, de grands hommes, à leur façon en tout cas. Et puis dans un second temps, je vous présenterai le coup de cœur des libraires francophones qui est Katia Lanero Zamora, dans un tout autre univers vraiment, un univers complètement différent, mais donc je la présenterai vraiment plus précisément au moment voulu. Voilà. Je vais vous présenter brièvement. En tout cas, je vais commencer par vous, Sybille Grimbert. Vous êtes née à Paris. Vous avez déjà un certain nombre d'ouvrages publiés à votre compte. Chez différents éditeurs, vous avez commencé par être édité aux éditions Stock, avec un premier livre qui s'appelait Birthdays en 2000, Birthdays en 2 mots. C'est intéressant parce qu'on pourra peut-être faire un lien justement avec votre dernier livre. J'espère ne pas vous faire peur en disant ça, un peu quand même. Deuxième ouvrage toujours chez Stock, Le Centre de Gravité, puis Il n'y a pas de secret. Vous passez ensuite au Seuil en 2006 pour Une absence totale d'instinct. En 2009, vous passez chez Léos Kerr, éditeur, pour Toute une affaire. Le vent tourne. Ensuite, en 2011, La conquête du monde, toujours chez Léos Kerr en 2012. Et puis le dernier, celui dont on va parler ce soir, qui est Le fils de Sam Green, aux éditions Anne Carrière. Voilà. Et puis, Hugo Boris à côté de vous, que je vais présenter brièvement aussi. Alors vous êtes né en 1979 à Paris aussi, donc deux Parisiens natifs ce soir. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Vous avez réalisé d'ailleurs un certain nombre de courts-métrages, me semble-t-il. Vous êtes l'auteur de 3 romans,
tous publiés chez Belfond. Un premier, Le baiser dans la nuque, en 2005, que vous avez donc publié à l'âge de 25 ans, si vous avez fait les calculs. Une histoire qui se noue en fait entre un professeur de piano et une sage-femme guettée par la surdité. En 2007, c'est La délégation norvégienne, une espèce de thriller, une espèce de huis clos, mais en pleine nature. Et puis, Je n'ai pas dansé depuis longtemps, en 2010, l'histoire d'Ivan, un cosmonaute bloqué dans la station Mir pendant 400 jours et dont on va connaître l'expérience de solitude extrême. Voilà. Je vais peut-être commencer justement avec vous, Hugo Boris, pour le livre dont on va parler ce soir, qui s'intitule « Trois grands fauves ». Alors c'est un triptyque, vous parlez de trois personnages, de trois fameux personnages. Il s'agit de Victor Hugo, de Danton et puis de Winston Churchill. Vous déclinez leurs univers, vous essayez de tisser des liens aussi entre ces personnages illustres, fameux, des personnages sur lesquels évidemment on a déjà beaucoup écrit, on a déjà beaucoup dit. Alors qu'est-ce qui a motivé justement votre intérêt de vous lancer dans une tentative fictionnelle face à des personnages qui sont déjà quasiment des fictions par eux-mêmes? Bonsoir. Alors, tout est parti de Danton, il y a 13 ans. Donc, je préparais le concours d'entrée à Loup Lumière, comme vous l'avez précisé. Et en fait, il était à peu près cette heure-ci et je prenais des cours du soir parce que j'ai une formation plutôt littéraire et c'est une école plutôt technique et scientifique. Et j'ai eu très faim. Voilà, j'avais terriblement faim et je n'avais pas dîné. Voilà. Et j'ai commencé probablement à faire une espèce de malaise. Je divaguais légèrement et je me suis demandé quelle serait la plus grande ironie pour quelqu'un qui a faim. Et j'ai pensé que c'était d'être en route pour l'échafaud. C'est-à-dire que j'ai pensé que c'était qu'il y avait un paradoxe, avoir ce corps encore traversé par du désir, alors que ça n'a plus de sens, et que dans quelques instants, la tête va être séparée du tronc. Et je me suis demandé ensuite quel serait l'homme politique qui pourrait avoir une telle fin, et c'est là que j'ai pensé à Danton. Que je l'imaginais pouvant être sur la charrette avec les politiques. Et évidemment, je ne sais pas s'il avait faim, mais ça ne me paraît pas invraisemblable connaissant Danton. Donc là, justement, je ne le connaissais pas beaucoup, donc je me suis documenté sur lui. Et j'ai découvert des moments dans sa vie incroyables que j'ai voulu broder les uns avec les autres pour faire un portrait qui ne soit pas un portrait en pied, qui soit un portrait diffracté. J'ai coutume de dire que ce sont en fait trois anti-biographies. Là où la biographie va tendre vers une forme d'exhaustivité et probablement d'objectivité toute relative, je fais exactement l'inverse. C'est-à-dire que je suis parcellaire, je m'intéresse qu'à des moments précis de leur vie, et c'est profondément subjectif parce que c'est ma vision de ces personnages. Voilà. Et donc, je me suis intéressé ensuite à Victor Hugo, qui embrasse tout le 19e siècle, et Churchill, qui est l'homme politique européen le plus populaire, paraît-il, dans les sondages du XXe siècle. Et j'étais attiré par ces trois hommes-là, et ça fait 13 ans donc, que j'ai commencé, et plus je travaillais, plus je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs, et je me suis amusé à tresser un cordon ombilical entre eux pour donner naissance à ce qui serait le grand homme, ou du moins essayer de toucher du doigt ce qu'est le grand homme. Alors vous parlez justement de ces anecdotes, peut-être ces côtés qu'on connaît moins justement chez ces grands hommes. Le premier personnage, Danton, qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport à l'image d'Épinal qu'on a de lui généralement? C'est la même chose évidemment, on pourra y revenir sur les deux autres personnages en question, mais chez lui en particulier, qu'est-ce qui vous a surpris par exemple? C'était un vous homme... n'attendiez pas? Alors, d'abord, à quel point la nature a été dure avec lui, puisque on sait qu'il était très laid. Danton, on sait parfois qu'il a été renversé par un taureau. Il avait 4 ans, il vivait en Champagne, et la coutume était que la première nourrice était une vache. C'est-à-dire que, en tout cas, lui, sa mère n'a pas eu la force de l'allaiter, et enfant, il gambadait et il allait s'allaiter au pied de la vache. Et un jour, un taureau l'a vu et il l'a chargé, et il avait 4 ans, et l'a renversé et lui a arraché la lèvre. Donc on sait qu'il avait un rictus toute sa vie, il a eu
ce rictus. Mais ce qu'on sait moins, c'est que il a voulu prendre sa revanche quelques années plus tard, et il a bastonné un taureau, il a tenté de bastonner un taureau, mais il avait 7 ans, et le taureau, évidemment, ça a été un jeu d'enfant pour lui que de le renverser et de lui écraser le nez. Et quelques années après, c'est un troupeau de porcs qui lui bloquait l'accès à la ferme où il vivait et qui l'a piétiné. Et... voilà. Et il a fini par avoir la petite vérole. Vous voyez, donc, un enfant gâté, en fait. Un enfant hein. gâté. Et Danton plaisait aux femmes, malgré sa laideur. D'abord, il était large d'épaule, il nageait, il participait à des compétitions de natation, et puis on sait que voilà, le cerveau est la zone la plus érogène. Chez Danton aussi, c'est quelqu'un quand même de brillant, un orateur extraordinaire. Et ce qui m'a vraiment donné envie, là, pour le coup, d'écrire sur Danton, c'est cet épisode de sa vie qui en dit long sur lui, que ses contemporains ont ignoré pendant plusieurs mois. Il était en 1793 envoyé à la forteresse de Condé pour une enquête sur l'armée française, et il reçoit un message de son beau-frère Charpentier qui lui apprend que Gabrielle, sa femme, vient de mettre au monde son 4e enfant, et qu'elle se sent, elle est très mal. Et donc lui, il se jette dans une voiture de poste, rejoint Paris, et quand il arrive, il apprend que Gabrielle est morte, mais qu'en plus, elle est enterrée, et depuis 7 jours. Donc on sait ce que ça signifie, 7 jours. Et lui, en pleine nuit, va réveiller le fossoyeur, le gardien du cimetière, et exige de la revoir une dernière fois. Et il déterre Gabrielle. Il n'y va pas seul, d'ailleurs. Il n'y va pas seul, en effet. Il convoque Claude-André Dezaine, qui est un sculpteur sourd et muet, ce qu'il arrangeait bien à ce moment-là, qui est le sculpteur des bustes de Mirabeau, de Pétion, et il lui demande de prendre le masque de Gabrielle. Et effectivement, c'est sans doute. Alors, il y a plusieurs points communs que vous tissez, que vous nouez entre ces différents personnages. Il y a la question du corps. Hein, c'est l'histoire de 3 corps aussi très particuliers. Alors, vous avez évoqué Danton. On pense évidemment tout de suite aussi au corps de Victor Hugo. Il y a ce côté, c'est des natures pour tous les deux. Et puis, le 3e personnage, Winston Churchill, ben, c'est ce type qui a l'air d'avoir déjà 70 ans alors qu'il n'en a que 20, toujours un petit peu voûté. Buveur impénitent, toujours avec un verre d'alcool en main, plus ou moins, et toujours poursuivi par son Black Dog, donc toujours ayant peur d'être rattrapé par la mélancolie. Donc il y a cet aspect-là qui rentre en compte aussi. Alors ce sont les corps mis en danger, et un rapport avec la mort aussi, qui est très très fort chez les 3 finalement. La recherche en permanence de la confrontation avec la mort pour se sentir vivre, a-t-on l'impression. Oui, c'est ce qu'ils ont en commun, et qu'ils ont en commun avec probablement beaucoup de grands hommes, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de capitaines d'industrie. Enfin, à un moment donné, ils mettent le corps dans la balance. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas, ces 3-là, en tout cas, n'ont pas peur de mourir. Évidemment, c'est probablement faux, mais c'est ça qui me fascine chez eux, c'est la manière dont ils la défient, la maltraitent, même dans l'exemple que je cite avec Danton qui déterre sa femme. Mon regard sur Churchill, j'ai l'impression que c'est un homme qui se croit immortel, tout simplement parce qu'il est déjà mort, en fait. Il est mort de son vivant, mort affectivement, parce que son père le détestait. Et lui, toute sa vie, a guetté de sa part une approbation qui n'est jamais venue. Et c'est quelqu'un qui a échappé à la mort très jeune, lui aussi, comme Danton, comme Victor Hugo, et qui, toute sa vie, a dansé un pas de 2 avec la mort. Il a eu plusieurs accidents de voiture, plusieurs accidents d'avion. Enfin, quand il est démis de ses fonctions de premier lord de l'amirauté pendant la Première Guerre mondiale, et c'est quand même pas rien, premier lord de l'amirauté pendant la Première Guerre mondiale, il demande d'aller se battre sur le front en baie de Somme. C'est justement parce que dès que sa vie ralentit un tout petit peu, il a peur que son Black Dog, le chien qui est le nom qu'il a donné à sa dépression, vienne l'attraper aux chevilles. Et donc il part se battre
il partage donc l'enfer des hommes, il invente des tunnels offensifs, il trouve un moyen de débarrasser de Pooh tout son régiment. Là, c'était extraordinaire. Il inventait des chalumeaux pour fondre les barbelés. Il se réjouissait de la présence des rats, dont on disait beaucoup de mal, mais il disait mais au moins il nettoie les champs de bataille. Il a apporté son chevalet pour peindre le champ de bataille. Enfin, il était insupportable, quoi. Il prenait toute la place. Dormant 3 à 4 heures par nuit. Oui, voilà. Et il finit par se plaindre. Il dit aux officiers qui l'entourent, mais riez, comme si c'était le moment de rire, mais souriez. La guerre est un jeu. Et c'est toute sa vie, il y a un petit enfant qui sommeille en Winston Churchill. Et c'est l'autre trait commun quand même aussi de ces différents personnages, c'est-à-dire d'avoir gardé quelque chose en tout cas de leur enfance. Alors à la fois sans doute le côté ludique dans certains cas, et puis le côté cruel aussi. Il y a une grande cruauté. Oui, parce que les enfants sont tyranniques. Ils prennent toute la place. J'étais en signature à la librairie des Gâtines la semaine dernière, et on me parle d'un psychanalyste qui suit une famille dont l'enfant qui a 4 ans est tombé du 8e étage. Enfin, c'est complètement insensé, ça arrive. Il y a d'autres témoignages de chute. Bon. Et l'enfant survit. Et il paraît qu'il est insupportable. Parce que, tout simplement, il a survécu et du coup, il se croit immortel. Et il prend tous les risques. Il est élu. Et d'une certaine façon, ces 3-là, ils ont échappé à la mort très jeunes. Et ils sont insupportables toute leur vie. Là où d'autres y auraient puisé une sagesse, eux, c'est l'inverse. Ils y puisent une extravagance, une folie. Alors, il y a une cruauté. On peut peut-être aborder la figure dont on n'a pas trop parlé encore jusqu'à présent, qui est Victor Hugo. Là, au-delà de la cruauté, il y a une gourmandise. Alors, on connaît la gourmandise, la sensualité de Victor Hugo, son rapport aux femmes, son rapport à la vie en général. Et puis, vous mettez en évidence quand même aussi son côté ogre, c'est-à-dire son côté dévoreur d'enfants. On pourra évidemment à ce moment-là peut-être faire le lien avec Sibylle Grimbert, parce qu'évidemment, il y a un lien direct à faire avec votre livre, mais il y a cet aspect-là, c'est-à-dire vous mettez ça en scène, vraiment ce côté ogre, dévoreur d'enfants, de ses propres enfants, voire un peu de ses petits-enfants aussi. Oui, c'est le portrait, et donc c'est le fil conducteur. Et d'ailleurs, on me l'a un peu reproché. J'égratigne un peu l'image de Victor Hugo, qui est Il a le dos large. Oh là là, oui, il résiste très bien. Mais malgré tout, c'est un monument. Je m'en suis rendu compte. On n'a pas trop le droit d'y toucher, mais quand même, c'est un ogre. Donc évidemment, c'est une vision subjective. Mais que font les ogres ? Bien, ils dévorent les enfants. Et pourquoi ils dévorent les enfants ? Parce que les enfants incarnent la jeunesse, et en les dévorant, l'ogre capte leur jeunesse pour être immortel. Et quels enfants a-t-il à sa disposition ? Les siens et ses petits-enfants. Et en effet, Victor Hugo, on a toujours cette image du bon vieillard, enfin, avec la barbe, et c'est le déjeuner des pauvres à Guernesey, et c'est l'art d'être grand-père et tout. Bon, quand on regarde de plus près, quel mauvais père il a été. Enfin, il a été très dur avec chacun de ses enfants. Il les a étouffés, il les a écrasés. C'était un chêne. On ne pouvait pas vivre dans son ombre. Donc Sibylle Grimbert, je fais justement cette transition vers vous, à ce moment-ci, effectivement, parce qu'il est question dans votre livre d'un rapport très particulier entre un père et un fils. Dans Le Fils de Sam Green, qui est le titre de votre livre, vous évoquez de manière très libre, on parlera d'ailleurs de cette notion de liberté peut-être par rapport au réel, vous évoquez l'itinéraire du fils supposé de Sam Green, qui n'est autre que l'incarnation de Bernard Madoff, financier new-yorkais, dont la supercherie, dont l'escroquerie a été démasquée en 2008. Et donc vous vous intéressez à ce fils qui doit survivre à cet épisode, qui doit survivre au fait que son père, qui était tout, ne devient rien du tout, et qu'il est emporté dans ce rien du tout lui aussi. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, justement, aussi cette envie de vous emparer de ce fait, de cette réalité, pour tramer votre fiction ?
Alors moi, je me suis toujours intéressée aux liens de famille et aux liens de dépendance et de pouvoir dans la famille. L'histoire est venue tout simplement le jour où j'ai appris que le vrai fils de Madoff, s'était suicidé. Et là, il m'a semblé que je voyais très bien ce qui s'était passé et quels avaient été les rapports de pouvoir du père et du fils. C'est un père qui a dévoré qui a plutôt que dévoré son fils, l'a empêché d'exister. Il s'est fait Sam Green s'est fait tout seul, il était très pauvre, il est devenu extrêmement important dans la finance, ça réellement, puis il crée une escroquerie démente de simplicité et il met le monde économique à l'envers. Peu importe l'histoire, mais il a élevé son fils exactement comme les gens qu'il a escroqués. C'est-à-dire, ce qui m'amusait beaucoup, c'est qu'il y avait une sorte de lutte des classes dans la famille. Il a produit un fils qu'il a élevé de façon très, très aisée, sans jamais exiger qu'il soit excellent, avec toutes les possibilités, parce qu'il suffisait de dire « je suis le fils de Sam Green » et les portes s'ouvraient devant vous. Et de la même manière, il a escroqué des gens qui étaient exactement comme ça, des enfants d'héritiers, et que vraisemblablement il méprisait. Je trouvais assez singulier et même fascinant, même au-delà de tout ce qu'un romancier aurait pu imaginer, de voir que comme ça, il y avait une reproduction dans la famille de ce qui se passait mondialement. Et c'était toute la confiance qui était bazardée dans cette histoire. Après tout, quand on est un enfant, on croit qu'on sait qui sont ses parents. Ça ne veut pas dire qu'on les trouve formidables, etc. Mais enfin bon, il y a quelques éléments qui sont évidents, ce qu'ils font dans la vie, qui ils sont. Or, le fils d'un escroc pareil se réveille un matin avec un père dont il ne sait absolument rien, parce que tout est faux. La moindre phrase qu'il a dite est fausse. Le statut social dont il jouissait est faux. Ça aurait été pareil dans un autre milieu. Tout était bidon. Et à ce moment-là, ce fils, qui n'est rien, qui n'est plus le fils de personne quasiment au sens propre, peut se demander qui suis-je, quoi, qu'est-ce qui arrive, rien. Et c'est toute cette question, je la trouvais prodigieuse. Et puis ce fils est confronté lui-même à la paternité, puisqu'il va lui-même avoir un fils. Vous lui faites dire d'ailleurs une phrase à un moment donné qui est « Mais dis-toi, en regardant le bébé, en regardant l'enfant, tu n'es rien d'autre que mon fils. » Et donc il y a cet aspect-là, il a une grande difficulté lui-même à devenir père parce qu'il est embarqué dans il essaie de fuir en fait. Il est embarqué dans une histoire d'amour avec une femme qui travaille dans un institut de beauté. Et puis finalement il apprend qu'il va devenir père, donc il doit se débrouiller avec cette paternité dont il ne veut pas véritablement, et puis avec cette image de la paternité qui est terrible chez lui, c'est-à-dire que il est sans histoire. C'est là que je faisais le lien avec votre premier livre, Birthdays, où vous racontez l'histoire d'une femme qui renaît à chaque fois après des moments importants dans sa vie, qui oublie complètement son passé et pour renaître complètement. Et là, sa grande difficulté finalement à lui, et confronté à son enfant aussi, c'est de renaître et d'être finalement de trouver une liberté, de trouver une place entre son père et son fils. Avec cette histoire, vous avez raison. Moi, j'aurais pas parlé de Birthdays, mais c'est simplement pour faire un lien. Cela dit, vous avez tout à fait raison. Non, mais c'est très juste. J'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que, au fond, c'est un truc qui file tout le temps. C'est dans mes livres, si tant est qu'il y en ait un, il y a celui-là. C'est qui on est. Qui on est, si on n'est pas, comment on se réinvente à soi-même, et si on n'est pas, une fois que vous enlevez toutes les coordonnées sociales, évidentes de ce que vous êtes, qu'est-ce qui reste? Là, ce personnage, c'est pour ça qu'il est très très angoissé quand il a son fils. Au moment où il l'a, il n'est rigoureusement plus rien. Il a tout perdu. Au fond, c'est l'histoire d'un rise and fall, mais sauf qu'il n'y a jamais eu de montée parce que de toute façon il était arrivé très très haut. C'est juste, il s'écroule. Et c'est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent au moment de l'écroulement et qu'est-ce qui reste de soi. Donc ce fils, au fond, moi je crois que ce fils, il aurait été très heureux de l'aimer. Le fils arrive fort mal.
Oui, parce qu'il va participer à la dénonciation, enfin, c'est ce que vous racontez, qu'il participe à la dénonciation de son père. En tout cas, il n'agit pas pour l'empêcher, à ce que son père soit découvert, tout en se rendant compte qu'il est très très difficile en fait de sortir de la fiction dans laquelle son père, non seulement lui, Oui. entraînait, mais a entraîné évidemment tous ses clients, Cela- tout l'univers qu'il avait créé autour de lui. Absolument. Quand le fils de Sam Green a lui-même un enfant, il se dit, moi, je l'élèverai différemment. Je l'élèverai en espérant qu'il sera bon à l'école, simplement pour qu'il puisse se construire, sans avoir comme ça, une illusion au loin, c'est-à-dire mon père, c'est le roi de New York, parce que c'est ça, Sam Green, c'est le roi de New York. Et ce qui est amusant, c'est que tout le monde lui a fait confiance. Les gens qui ont investi auprès de lui ont fait confiance parce qu'il était le roi de New York et qu'on se disait, puisque tout le monde l'aime bien, puisqu'il est là, il est donc sérieux. Et qu'à l'intérieur de la famille, le fils et le père, c'est exactement pareil. C'est je te fais confiance parce que tu es mon père. Et c'est normal. Comment faire autrement ? Tu peux être mon père et tu peux être Landru, tu peux être décevant, mais tu es ce que tu es. Sauf que là, non, tu n'es pas ce que tu es. Et c'est peut-être un père qui n'aime pas son fils, effectivement. Enfin, là, je parle de Sam Green. Parce que tout est basé sur une fiction. En fait, j'ai noté à un moment donné en lisant votre livre, en marge, mais au fond c'est ça, c'est que devient-on quand la fiction de la vie disparaît ? C'est-à-dire que reste-t-il quand cette fiction d'un seul coup est mise à nu complètement ? Et c'est là qu'on se rend compte, c'est ce lien délicat que vous faites aussi avec cette recherche de liberté, mais cette liberté, mais où est-elle une fois que la fiction a disparu ? Comment fait-on pour obtenir une liberté? Est-ce que la fiction n'était pas aussi la condition de cette liberté? Au fond, je pense, enfin je ne sais pas, j'aimerais bien. Je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'on vit ce qu'on vit? Vous savez, c'est pratiquement, est-ce que je vis ce que je rêve ou est-ce que je rêve ce que je vis? Où est la vérité? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ferais dans d'autres situations? C'est une sorte de... Voilà, tiens, c'est qu'est-ce que je ferais dans d'autres situations? Le même, mais autrement. Je serais né ailleurs, mais je serais exactement le même. Et ben, c'est exactement la question que ce personnage se pose. Oui, vous le faites dire en d'ailleurs à un moment revoyant donné. toute sa vie et en la jugeant. Enfin, c'était un peu construit aussi comme un thriller. Enfin, il y avait un truc à découvrir, une rédemption à obtenir aussi de la part du personnage. Oui, il y a ce côté rédemption, et donc vous l'avez rappelé, dans la réalité, c'est là où vous vous écartez aussi de la dimension réelle. Un des fils de Bernard Madoff a fini par se suicider. Vous ne suivez pas cette voie-là, donc il y avait cette volonté de laisser peut-être une part une possibilité en tout cas d'échappatoire au personnage, même si on sent bien que c'est un échappatoire assez précaire, ouais. mais... C'est une forme de dramaturgie, parce que moi, mon personnage, il va en fait jusqu'à dénoncer son père. C'est à cause de lui que le père chute. À un moment, il veut faire quelque chose de bien. Et parce qu'il veut faire quelque chose de bien, il précipite la chute du père. C'est quand même une sacrée revanche. Je trouvais ça amusant. Donc les enfants finissent par dévorer leurs parents. Oui. C'est la vengeance des parents. Voilà, merci beaucoup pour cette rencontre autour de vos livres. Je vais peut-être inviter Katia à nous rejoindre afin que je puisse vous la présenter aussi et qu'on puisse découvrir son univers. La voilà, qui va faire le tour. Alors, voilà, on passe dans un univers totalement différent avec vous, Katia Lanero Zamora. Alors, vous venez de Belgique, qui est un pays que je connais bien aussi. Oui. Vous avez fait des études de lettres et puis des études dans le domaine de l'édition aussi. Vous vous occupez actuellement de la collection patrimoniale Espace Nord, de la version numérique de cette collection patrimoniale qui regroupe 300 titres plus ou moins, la crème de la littérature belge francophone. Et puis, parallèlement à ça, donc, vous êtes auteur. Vous avez d'abord écrit des albums pour enfants, 2 albums pour enfants. Et puis là, vous êtes parti dans une saga qui s'appelle Chronique des hémisphères, avec un premier tome qui était paru, qui s'appelle Le bal des poussières. Et puis là,
le deuxième, La Reine de la pluie. Alors moi, je ne suis pas du tout familier de ce type de littérature, donc j'étais assez intrigué aussi en y pénétrant. Et alors une des choses tout de suite qui tombe sous le sens, c'est l'incroyable complexité en fait, parce que vous créez totalement un univers, donc avec un pays totalement imaginaire, avec le nord et le sud qui sont en opposition complète l'un et l'autre. Vous allez nous dire un petit mot d'ailleurs là-dessus. Et puis alors on a un index à la fin d'ailleurs, et ça aide beaucoup pour retrouver à la fois tous les personnages, tous les lieux dits. Donc ça c'est très utile. Donc dans les personnages on a Al-Djadji, Biba, Dina, Mangwa, Moussa, Oko, Sagana. Je ne vais pas tous les faire, bien entendu. Mais voilà, donc il y a cette. Et donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'était celle-là. C'était est-ce que un des plaisirs vraiment de la création dans le cadre de cette saga, c'est ça avant tout, c'est de créer un monde. Alors c'est pas de toute pièce, parce qu'évidemment on peut toujours faire des liens aussi avec le réel. C'est peut-être le lien qu'on peut faire aussi avec vos deux ouvrages, mais on a l'impression qu'il y a une grande jouissance et un grand plaisir à créer tout cet univers. Oui, je crois que c'est ce que je préfère, c'est établir un scénario, partir d'une idée, la voir se développer de façon tentaculaire, essayer de créer des personnages qui sont utiles à l'intrigue, mais qui ont leurs propres particularités, qui donc vont créer des sous-intrigues, des sous-conflits. Et puis on arrive donc à partir d'une idée de base, j'arrive vite à une trilogie. Impossible de caser tout dans un seul roman, et j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a fait confiance justement pour pouvoir déployer tout ce monde et aller jusqu'au bout de cette idée de départ, de ce monde un peu métaphorique du monde d'aujourd'hui. Alors, éditeurs qui sont les Impressions Nouvelles, qui sont dirigés par quelqu'un que vous connaissez peut-être pas tellement comme éditeur, mais comme scénariste de bande dessinée, puis comme biographe, entre autres de Derrida, qui est Benoît Peters, et qui donc suit cette saga. Donc cette saga, c'est écrit de quoi? Ça s'est écrit d'un seul jet quasiment, ça a été un flux continu, et à un moment donné, vous vous êtes dit, hop, stop. Il y a cette idée de saga aussi, oui, qu'on retrouve souvent dans ce genre qui est entre l'heroic fantasy, la science-fiction, l'anticipation, etc. Il y a l'idée de saga, donc ça, c'est quelque chose aussi auquel vous teniez de rentrer dans cette dimension, dans ce triptyque. Alors, comme ça. Pas une saga qui va des romans qui vont se multiplier au fur et à mesure des parutions. Quand on a parlé de la publication du premier volume avec Benoît Peters, il était clair que c'était 3 romans et que donc j'avais mon histoire développée sur 3 volumes. Mais je ne pense pas en faire après, puisque l'intrigue principale, pour venir à bout, il faut lire les 3 romans. Mais je ne vois pas, je vais m'essouffler alors. Et ça ne s'écrit pas d'une seule traite, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de brouillons, beaucoup de premiers jets, de deuxième jets, et beaucoup de retours, de critiques, de retravail. Vraiment en très étroite collaboration avec les Impressions Nouvelles. Je ne pense pas que j'y serais arrivée... J'aurais peut-être pas terminé mon premier tome pour l'envoyer à un éditeur comme ça, parce que je revenais sans cesse justement sur les nouveaux éléments que j'avais trouvés, comment mieux les développer. C'est eux qui m'ont dit à un moment donné, il faut s'arrêter et passer au suivant, parce que je revenais toujours en arrière pour développer d'autres petits nœuds de conflits que je trouvais au fur et à mesure. Et c'est un genre dans lequel vous êtes plongé depuis longtemps. Je découvre en fait au fur et à mesure aussi qu'il y a vraiment une espèce de monde littéraire parallèle, avec ses salons, avec ses événements, avec ses auteurs, avec ses animateurs, et que les gens suivent de façon continue. Oui, on peut vraiment parler de monde parallèle, vraiment. Moi j'ai eu une enfance et une prime adolescence où j'ai lu beaucoup de romans réalistes, classiques, qui me venaient de ce que mes parents avaient lu. Et puis j'ai découvert un roman qui a été vraiment Barjavel, La Nuit des Temps, et je me suis dit, waouh, ça existe. Et à partir de là, je me suis vraiment plongée dans la découverte de ce continent, parce qu'il y a une myriade je vais dire qu'il y a autant de genres que d'auteurs, même si on est vraiment... écrasé par la production anglo-saxonne, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font à travers le monde. Donc forcément, c'est un écosystème qui se crée, et avec des fans qui suivent les uns les autres. C'est très difficile de mettre des cloisons entre de mettre des étiquettes sur les genres, c'est ça. Alors ici, on peut résumer quand même
un petit peu l'histoire. Alors après, ça rentre dans énormément. Enfin, c'est vraiment très très complexe. Et donc, je suis allé me plonger dans le premier tome parce que quand j'ai commencé le deuxième, je me suis dit, oulala, ça va jamais aller. Donc, je vais aller me replonger dans le premier tome. On retrouve des éléments, comme je le disais, quand même inspirés de la réalité. Il y a un rapport nord-sud qui est très très fort. Donc, je vous laisse peut-être simplement présenter ce qui fait la genèse vraiment de cette saga. Oui. Donc, je pars du postulat qu'un mur a été construit entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Le nord pour se protéger d'une maladie qui vient du sud, qui déferle vraiment de manière meurtrière, voilà, et pour s'en protéger, pas d'autre possibilité que de faire un mur qui sépare les deux à tout jamais. Voilà, ça c'est le postulat de départ. Après, j'imagine ce que ça peut donner des siècles plus tard. Un nord voilà, replié sur lui-même, avec des zones qui redeviennent sauvages parce que les gens se groupent en mégapoles. Une firme pharmaceutique devient un peu... devient complètement... remplace la politique, les enjeux économiques prennent le dessus. Et au sud, alors, c'est là qu'il faut avoir une âme peut-être d'enfant. La magie renaît. Les gens reviennent à leur tradition, qu'elle soit barbare ou très poétique à côté. Et le lien qui va être fait, c'est dans une des sociétés qui vit dans cette nature qui a repris ses droits, un jeune garçon qui vit dans un village d'enfants totémisés, qui reçoit le totem d'un animal qui vit au sud et qui, miraculeusement, un lien télépathique se crée entre les deux. Et donc, c'est là que ça se complexifie encore parce que voilà. chaque personnage a son animal totémique. Donc ça double ça. le nombre de mais personnages. C'est très amusant parce que c'est très agréable à lire. oui, mais je rencontre souvent des adultes qui ne sont pas très habitués à ce genre d'univers. Et par contre, les enfants, les ados rentrent dedans et ont beaucoup plus l'habitude de lire des sagas où les personnages ont plusieurs noms, plusieurs rôles. Donc c'est assez drôle d'avoir un roman qui plaît à un enfant de 10 ans qui vient dire qu'il a adoré. Et en même temps, des adultes qui ont du mal à s'y mettre et puis qui après se sont retrouvés enrôlés dans l'histoire. Et comment fait-on justement pour trouver le ton juste par rapport au public, à ce public qu'on essaie de capter dont on essaie de capter l'attention? Je n'y pense pas du tout. D'accord. Non, sinon... Il n'y a pas de Kobe, il n'y a pas... Non. Si, il y a des Kobe, qui est obligé bien sûr. de lire à chacune. Non, c'est bizarrement, mes lecteurs sont adultes et ne lisent pas forcément mes lecteurs critiques, les correcteurs, etc., qui sont très, très présents. Je ne suis pas du tout dans l'écriture solitaire, j'ai vraiment besoin de retour. C'est presque une œuvre collective, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et ce sont des adultes, bizarrement. Et puis après, il y a, une fois que ces correcteurs-là sont passés pour... chacun a son rôle. Il y en a qui vérifient la crédibilité des intrigues, d'autres le style, voilà. Et puis alors, ça passe à des ados, mais qui ne sont pas obligés, bien sûr. Pour moi, quand ça arrive à un enfant ou un adolescent qui rentre dedans, c'est réussi. Sibylle Grimbert, Hugo Boris, c'est un genre que vous connaissez un petit peu Très mal. Par le cinéma, et bien sûr. Et en fait, je trouve ça très, très, très amusant. Voilà. Je le connais par le cinéma, surtout. Oui, très, très mal aussi. C'est peut-être dans le domaine anglo-saxon finalement où la séparation est beaucoup moins brutale. Dans le cinéma, c'est assez génial. Vrai. Je suis sûre qu'en livre aussi d'ailleurs, mais dans le cinéma, ça a donné des séries formidables. C'est Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Et je me souviens d'un film avec Nicole Kidman qui n'a jamais eu de suite et qui était formidable avec des animaux totémiques. Très mauvais par rapport au livre, par exemple. Eh ben voilà, c'était le monde. Je sais plus. Bref, non mais c'est très amusant. Et donc il y a cette volonté aussi, Katia, de continuer dans ce genre-là, donc de vous lancer, peut-être est-ce déjà le cas à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes lancé dans une nouvelle saga. Alors j'ai d'autres projets qui ne sont pas encore développés pour que je puisse prévoir que ça va être une saga ou pas, mais c'est un genre dans lequel je suis vraiment à l'aise, beaucoup plus à l'aise que dans justement la réalité, le respect de l'histoire. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Je préfère transformer totalement les choses et les transformer en métaphores parce que du coup, je n'ai pas peur de la crédibilité puisque c'est moi qui l'a créée. Donc, c'est totalement de la paresse d'un côté. Mais c'est le plaisir que vous y trouvez en fait. Oui. On parlait justement de ce rapport à la réalité, Sibylle Grimbert.
quand on s'intéresse à ce personnage de Bernard Madoff, à la complexité aussi du système qu'il a mis en place, la documentation est importante, et à quel moment on la jette au feu en se disant là j'en sais assez, là je laisse maintenant mon imagination faire le reste du travail? On la jette tout de suite au feu. Mais là, c'était quand même... Le fait divers a ce truc de bien, parce que ça, c'est quand même un fait divers. Il est là, c'est que tout le monde en parle, tout le monde le connaît. Et la chose était si simple, si pure, que finalement, il n'y avait pas besoin d'énormément de documentation. Il y avait juste à sentir le personnage, le personnage du père, justement, presque plus que celle du fils. Et l'histoire était tellement dingue. Alors là, je sais pas, mais c'est une arnaque tellement folle de simplicité enfantine, avec un faux bureau, de la moquette pourrie, des ordinateurs de merde, etc. Et personne n'a rien vu, que de toute façon, je ne sais même pas s'il aurait été possible d'imaginer une chose pareille. Hugo Boris, simplement aussi sur ce rapport-là, avec ces personnages justement historiques aussi qu'on a évoqués avec vous. Moi, la documentation procède de votre cursus aussi. Oui, de mon travail. Enfin, c'est de ma démarche d'écriture. En fait, pour tous mes livres, il y a une longue enquête, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser piéger, il faut s'en libérer. Mais il y a ce plaisir-là, en fait, il y a ce plaisir de la documentation chez vous. Maintenant, j'ai ma propre documentation aussi. Hein. Ah oui, j'en suis certain. Oui. Mais c'est même au point que parfois le livre peut être un prétexte juste pour se documenter. Bon, en tout cas chez moi. Mais par exemple, Jean-Marc Ovas, qui est le biographe de Victor Hugo, qui a écrit une biographie de plusieurs milliers de pages, a calculé, et ça montre bien qu'il ne faut pas se laisser écraser par Victor Hugo dans tous les sens du terme. Il a calculé qu'il faudrait 10 ans à un chercheur à la Bibliothèque nationale de France, à raison de 14 heures par jour du lundi au dimanche, 10 ans pour lire tout ce que Victor Hugo a écrit dans sa vie. Et 20 ans à ce même chercheur, 14 heures par jour du lundi au dimanche, pour lire tout ce qui a été écrit sur Victor Hugo. Et probablement que depuis, ça a encore augmenté. Donc, voilà, il fallait évidemment s'en libérer et retrouver une forme de légèreté. Et il y a une phrase d'Hervé Guibert dans Le Mausolée des amants qui m'a beaucoup marqué, qui est il dit « J'aime le moment où le travail s'envole vers la fiction après avoir pris son élan sur la piste de la véracité ». Et il y a ce moment où, effectivement, je trouve qu'un tarmac solide de documentation, ça permet justement d'avoir de l'imagination, en fait. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai, donc 2 rapports, finalement, 3 rapports forcément aussi complètement différents par rapport au réel. Bien, merci à tous les 3, et puis on va continuer cette belle soirée avec les invités suivants. Puis merci à vous pour votre attention. Je sais que c'est pas facile non plus de rester debout quand on écoute une rencontre littéraire, donc merci à vous. Bonsoir mesdames et messieurs, public en folie. Alors nous allons interpréter une chanson de Sybille Grimbert qu'il a écrite lui-même. Je pense. Elle a écrite elle-même. Enfin, que l'écrivain, il a écrit. Alors on l'a fait avec un reggae, parce que comme on fait de la chanson française, on est toujours frustré de ne pas pouvoir faire beaucoup de reggae, et qu'on aime bien ça, alors on a fait un reggae. Les appareils sont tout cassés et le café est toujours froid. Toi c'est pour ça que tu t'en vas, parce que tu dois le réchauffer avant de partir travailler. Avant de partir travailler, non, avant de partir travailler. Avant de partir travailler. Comme disait Eric Meunier, non seulement c'était misérable, mais voilà que c'est terminé. Mais voilà que c'est terminé. J'ai plus de machine à laver et le café est toujours froid.
Toi c'est pour ça que tu me quittes, parce que tes vœux sont pleins de mythes. Avant de partir travailler, avant de partir travailler, now, oh, oh, avant de partir travailler, avant de partir travailler. Comme le dit Eric Meunier, non seulement c'était misérable, mais voilà que c'est terminé. Mais voilà que c'est terminé. Oh, aïe. Bois ton café, il va être froid. C'était une chanson de Rosette. Ce matin j'ai mis Mora, et c'est toi qui vas être froid. Avant de partir travailler, avant de partir travailler, oh non, avant de partir travailler, avant de partir travailler. Comme disait Eric Meunier, non seulement c'était misérable, mais voilà que c'est terminé. Mais voilà que c'est terminé. Oh, oh, oh. Comme disait Eric Meunier, non seulement c'était misérable, mais voilà que c'est terminé. Mais voilà que c'est terminé. Terminé.